Bonjour, chère Yasmine, Madame Yasmine Dechouk. Dechouk ou la Dechouk? بالشوك. Dechouk, ah ok, la prononciation. C'est un peu, c'est turc, non? بالكاد. C'est turc. Oui, Ah, عرفتها oui, عرفتها. c'est. Günaydin. Günaydin, le fait, bah, Günaydin. Je vais publier cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi la partager. Les gens, je pense, certains gens me connaissent. Je suis Ahmed Mansouri, architecte de formation. J'enseigne de l'architecture, malheureusement pas à ma manière, à l'université du pays de l'Algérie. Je vous laisse le soin de vous présenter, de te présenter, on y a mis maintenant, Madame Yasmine. Alors, vous êtes... Alors, Ahmed, ça fait un moment qu'on se connaît Ah oui. et merci de m'avoir invité pour un peu échanger sur ta chaîne. Ça me fait Merci. plaisir. Ça fait un bout de temps que j'attendais ça et c'est un plaisir de partager avec toi. Je pense que il y a des gens qui me connaissent. Hein. Oui. Je suis donc architecte, diplômée de l'EPO il y a un certain temps. Je ne dirais pas parce que sinon ça dévoilerait mon âge. Bah, Mais vous êtes jeune. un bon moment. Et donc, je réside à Dubaï depuis, ça va faire 6 années. Allah yabarak. Et avant de venir à Dubaï, on a résidé en France. Et donc, aujourd'hui, je travaille en collaboration avec des bureaux d'études ici, et notamment en France. Voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, je pense, là, tu as fait des études de graduation d'architecte, d'ingénierat à l'EPO, l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme, qui est la plus célèbre école d'architecture en Algérie. Elle est connue pour ça. Maintenant, il y a une pléthore multitude de départements d'architecture à travers le pays, ce qui pose un problème aussi pour les futurs architectes. Je ne sais pas s'ils auront la possibilité de travailler ou pas. Parce avant, il y avait, par exemple, à l'Est, il y avait seulement 3 départements. Il y avait ma génération, quoi. Je suis diplômé de l'Institut d'architecture de Biskra, promotion 93. À l'époque, il y avait Biskra, Constantine et Sétif. L'Est algérien. Le centre, il y avait l'EPO, Alger, Blida et Tizi Ouzou. Et à l'ouest, il y avait, à ma connaissance, il y avait Lusto d'Oran, il y avait Bchar. Mais maintenant, la discussion d'aujourd'hui sera relative à les méthodes et la qualité d'enseignement d'ordre général, pas à titre individuel d'enseignant. C'est la politique, la stratégie du département, de l'école, dans chaque département. Alors, pour moi, les postes, ça me plaisait beaucoup. Ils avaient beaucoup de moyens avant, puisque c'est un budget indépendant, ils géraient leurs trucs, c'est-à-dire la prise en charge, ce que je voyais, la prise en charge des sorties d'études, l'ambiance. Il y avait aussi, surtout avant les années 90, les gens, à l'époque, vous aviez beaucoup d'options. Architecture, technologie, urbanisme, architecture bioclimatique. C'est-à-dire, il y avait une variation. On va parler de politique d'enseignement, de la conception, de la stratégie. Alors, c'était comment à l'époque? Alors d'abord, moi j'ai étudié à l'EPO pendant, je dirais, la décennie noire. Oh. Et donc c'était une période assez difficile. Je te dis ça parce que tu as parlé de sortie d'études, etc. Ah oui. On n'en faisait pas parce que la période ne le permettait pas. C'était assez difficile. Et même les études ce n'était pas facile parce que il y avait un sentiment d'insécurité et l'ambiance n'était pas très. Mais on avait quand même l'envie de découvrir, de réussir, on rêvait, on avait cette fougue de la jeunesse. Ouais. Donc elle était quand même en nous malgré la période, je dirais, cynique. Et moi, je suis convaincue que le choix des études d'architecture doit être c'est une vocation. Il faut, c'est pas un métier comme un autre. Je pense qu'il faut. C'est vrai que pour y accéder, on demande
de très bonnes notes au bac, et notamment en 3 matières principales, maths, physique et sciences. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais il n'y a pas que cela. Je pense qu'on... pour faire l'architecture, il faut aimer aussi l'art, l'histoire de l'art, la littérature, le cinéma, la photographie, ce genre de choses qui sont en lien avec l'architecture. Et on doit aimer le dessin, on doit aimer des disciplines qui sont en lien avec ce métier. C'est pour ça, déjà, dès le départ, je trouve qu'être jugé qu'à travers des notes comme ça qui sont c'est assez strict, maths, physique et sciences, et qui n'ont pas de rapport avec l'art, je trouve ça dommage. On devrait quand même, bon, c'est mon avis personnel, hein, parce que c'est ce qui se fait à l'étranger, hein. Souvent c'est des concours pour y accéder, et certains étudiants présentent déjà des portfolios avant même qu'ils aient commencé les études. Donc, ils présentent des dessins, voilà, ils parlent de leur connaissance, de leur culture générale de l'architecture avant d'y accéder. Moi, j'estime que c'est quelque chose qui devrait être pensé, réfléchi, pourquoi pas. D'autre part, à mon époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'universités d'architecture, et je vois à présent que ça s'est beaucoup développé. C'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose, même s'il y a la crainte qu'il y ait un surplus d'étudiants et qui se retrouvent au chômage. Mais je pense qu'il ne faudrait pas voir les choses comme ça, parce que notre jeunesse doit être éduquée, doit être formée. Donc, et plus il y a d'écoles, d'universités et de possibilités, plus on va donner la chance à tout le monde d'y accéder, et puis par la suite, ils ne peuvent avoir qu'un bel avenir, parce que c'est un pays difficile, et pour s'en sortir, c'est certain qu'il faut se former et avoir un bon niveau d'études. Qu'en penses-tu? Alors, tu m'as posé la question, qu'est-ce que je pense des études à l'EPO que j'ai faites à l'EPO? Il y a beaucoup de choses à dire, mais bien sûr, j'ai passé des années agréables. Il y avait des niveaux... Avant la décennie noire, on avait... il paraît qu'il y avait des professeurs qui venaient d'autres pays, d'autres nationalités, donc les coopérants. Malheureusement, ils sont tous partis. Donc, nous, on a eu les professeurs algériens, mais qui étaient très, très bien formés. Je pense que c'est toujours le cas. J'ai bénéficié d'un bon niveau quand même. Mais il y a des choses quand même qui m'ont gênée. Par exemple, alors, les universités algériennes, si on peut c'est des universités publiques, n'est-ce pas? Oui. C'est des universités publiques, mais qui manquent beaucoup de moyens. Si on les compare, par exemple, aux universités françaises, par exemple, les universités françaises ont beaucoup plus de ces universités publiques, mais qui ont beaucoup plus de moyens. Par exemple, il y a des ateliers où ils peuvent apprendre à faire des maquettes, ou ils peuvent apprendre à faire la photographie, ce genre de choses. Et l'EPO nous a pas offert cela. Et ce qui était difficile, c'est quand même des études qui nécessitent beaucoup de moyens. Oui. Et à partir de ce moment-là, moi, ce qui m'avait gênée à l'époque, quand j'étais étudiante, c'était, entre guillemets, la ségrégation sociale. Il y avait des étudiants qui pouvaient se permettre d'acheter des choses et d'imprimer, et même de sous-traiter. Oui. Ça me gênait beaucoup parce que ça créait la différence entre les étudiants, et ça se voyait sur les notes, alors que d'autres n'avaient pas les moyens, et donc ils ne pouvaient que faire les maquettes eux-mêmes, mais ça ne donnait pas des choses impressionnantes. Et ou bien utiliser, ils n'imprimaient pas, donc c'était juste un travail sur le calque, et puis ils faisaient des copies.
Et ça créait cette différence. Et cette différence, je sais que c'est ça qui m'a un peu gênée pendant tout mon cursus. Et notamment pendant le projet final, où il y avait cette différence entre les étudiants, ceux qui venaient avec des maquettes extraordinaires qui n'étaient pas faites par eux, et d'autres qui avaient des maquettes à un autre niveau. Hein. On n'est pas des maquettistes. Hein. Moi, j'ai une tante qui est maquettiste, mais on n'est pas formé pour être maquettiste. On n'avait pas les moyens, puisque voilà. On n'a pas les moyens, déjà, on n'a pas les machines, on n'a pas les outils pour faire des maquettes. Et donc, on faisait ce qu'on pouvait faire. Et il y avait déjà cette différence. Et c'est ça, je pense, c'est la chose qui m'a le plus déplu pendant mes études. Je pense qu'il y a un effort à faire sur ce domaine-là pour mettre tous les étudiants à égalité. Il y a à réfléchir, il y a une réflexion autour de cela pour que comment mettre tous les étudiants à égalité, soit, je sais pas, par exemple, faire les maquettes en atelier ou exiger que ça soit fait par eux pour qu'il y ait un travail un peu équitable, qu'il n'y ait pas de différenciation sociale entre les étudiants. C'est important pour moi que j'en parle parce que l'école publique doit offrir ça. Ouais. Elle se doit offrir ça. On est des Algériens et ça fait partie de notre... c'est l'une des choses sur laquelle on peut être fier parce que là, je réside à Dubaï ou par exemple aux États-Unis, il y a des pays en Asie. Il y a cette différence-là parce que c'est des universités qui sont privées. Donc, si on ne paye pas $50 000 par an, on ne peut pas faire d'études. Certains font des emprunts bancaires. Certains, donc, et il y en a qui sont doués, qui sont intelligents, ils n'auront jamais la chance de pouvoir s'inscrire à une université. Nous, on peut être fiers de ça. On a des universités qui sont gratuites et accessibles à tout le monde. C'est une fierté. Et il y a des choses, c'est vrai qu'on critique beaucoup notre pays, mais il y a des choses bien sur lesquelles on peut être fier. On a cette chance de l'avoir. On a une université publique qui offre des études gratuites, mais il y a encore du travail à faire pour traiter tout le monde de la même façon, de la même manière. Et, parce que ce travail-là, après, bon, c'est un travail qui va être jugé à sa juste valeur et non pas qui dépendra des moyens de l'un ou de l'autre. Les pots, il était connu pour ça. Je me souviens, j'étais en première année et je voulais faire un transfert vers les pots. Puis ça n'a pas marché, alhamdoulilah. Puisqu'en bas, il y avait le terrorisme des années 90, à Biskra. C'était plus safe. Il y avait un enseignant qui leur disait à l'époque, je jure sur le travail et la cravate. S'il avait dit ça, je pense, à l'université, normalement, il sera blâmé pour ça. Là, peut-être qu'il a un blâme pour ça. Puis ça ne se dit pas. Et Philip Johnson, le célèbre architecte Philip Johnson, il a dit que l'architecture, c'est un métier de riche. C'est-à-dire les gens qui ont réussi en architecture sont été issus de familles riches. Mais ça n'empêche qu'il y a des gens pauvres issus de familles pauvres qui ont réussi. Même à Biskra, on avait, c'est-à-dire parfois, surtout les maquettes, ceux qui donnaient leur perspective. À l'époque, il n'y avait pas de micro, hein, pour les trucs d'aquarelle, et dessiner les perspectives, ça se payait. Moi, j'ai toujours refusé de faire ça. Ça reste un problème de moyens. Mais ce que j'ai remarqué, peut-être, Biskra et par exemple, Biskra, je vais présenter mon avis. Hein, allez. Biskra, les pots, c'était en domination des enseignants qui ont fait l'école française, c'est-à-dire d'architecture. Ils avaient fait les études en France. C'était beaucoup plus la manière française de faire de l'architecture. Avec peut-être, il y avait M. Ben Salem qui avait fait l'Angleterre, mais en général, c'était l'approche française. À Biskra, le département était, les enseignants étaient de jeunes Algériens, diplômés de différentes universités à travers le monde. Il y avait des enseignants qui avaient fait la France, les États-Unis, l'Angleterre.
C'est-à-dire, il y avait peut-être une certaine richesse d'approche. Malgré qu'ils avaient, la plupart avaient des masters. Mais à Biskra, le problème, c'était on faisait beaucoup d'analyses comparant au projet. C'est-à-dire, maintenant, je ne sais pas, mais à Biskra, on faisait beaucoup d'analyses. On était une certaine manière de faire de l'analyse des projets d'architecture ou bien tout ce qui est habitat. Mais il y avait moins de projets. Et il y avait des étudiants qui faisaient de très beaux projets. Mais au lieu d'avoir peut-être 6 projets, 7 projets, 8 projets par cursus universitaire, j'aurais préféré qu'il ait peut-être une vingtaine. À l'époque, par contre, c'est Madame Dali c'est une enseignante à Biskra qui avait fait l'EPO, puis l'Italie. Elle disait que à l'EPO, c'est vocation projet. C'est-à-dire là, il y a un petit pourcentage, 20%, peut-être 30% d'analyse, c'est ça là, ce qui est bien, c'est mieux à l'EPO. À Sétif, à Constantine, je pense qu'il faisait de l'analyse aussi, pas autant que Biskra. Mais à Sétif, il y avait trop de pression. Je ne vais pas citer des noms. Les enseignants, vraiment, c'était un enfer d'étudier l'architecture à Sétif à l'époque. Hein. C'est-à-dire, il y avait trop de... Pour moi, c'est de l'harcèlement académique, hein, pour moi. Mais il faisait de bons projets. À Constantine, je ne sais pas, mais... à Constantine, au début, je pense, les années 80, c'était bien, puis, donc peut-être maintenant c'est mieux, mais à l'époque, début des années 90, c'était pas vraiment fameux. Blida, c'est presque une copie de l'EPO, hein. Ce qu'on m'a dit, c'est une copie de l'EPO. C'est-à-dire, en guise de synthèse, ce que j'aimais à l'EPO, mis à part les moyens, il y avait les moyens, les revues et tout. On n'avait pas de revues à Biskra. Mais c'était la vocation projet. Bon, reste maintenant, comment faire le projet, comment faire penser à la conception, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Concernant la conception, je pense que les approches devraient être peut-être revues et plus actualisées. Moi, mon avis personnel, c'est que je privilégierais l'innovation, que, entre guillemets, que les projets soient un peu fous. Parce que ce n'est que quand on est étudiant qu'on peut oser la folie, l'innovation, des formes nouvelles, des choses. Il y a que pendant les études qu'on peut le faire, notamment pour les concours. Donc c'est un bon exercice aussi pour les concours, parce que les concours souvent demandent l'innovation, des formes originales, des concepts originaux. Mais moi je suis beaucoup plus pour explorer des formes nouvelles, des concepts nouveaux, s'inspirer des grands architectes et oser, parce que après, dans la vie active, on se retrouve face à la réalité, face aux contraintes, face aux défis, et on le refait pas. On le refait pas, sauf pour les concours. Par ailleurs, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que l'approche quant à la conception, il y a un manque d'apprentissage à ce niveau, parce que j'ai remarqué que si on prend tous les mémoires qui sont faits, il y a une première partie qui est consacrée à, je dirais entre guillemets, une étude historique. Par exemple, on intervient sur un site, je dirais Alger, une première partie où elle est dense, c'est pratiquement une étude historique. Et ensuite, le concept, qu'est-ce qu'il en sort? Souvent, il n'y a pas de lien entre l'étude historique qui fait 40 pages. C'est le cas partout. Et le concept. Il n'y a pas de lien. Là, c'est des choses qu'il faudrait peut-être revoir dans le design thinking. Parce qu'il y a des concepts qui sont connus. Voilà. On peut. D'ailleurs, en général, ce que j'ai remarqué, même pour le concept, qu'est-ce qu'ils font en général? C'est qu'ils font les prolongements des voies, des axes. Ça s'arrête à là. C'est ça, c'est pas ça un concept pour arriver à un projet. Ça c'est un concept physique, ok. On
on peut réfléchir par rapport aux continuités des axes d'une ville, mais au moins en 3 dimensions. Je n'ai jamais vu, par exemple, une création un skyline par rapport aux bâtis existants. Donc, c'est même pas en 3 dimensions. Après, le concept, ce n'est pas que ça. Il y a des modules qui sont étudiés pendant notre cursus, mais qui ne sont pas appliqués dans la conception architecturale, par exemple la sociologie. Ouais. Je n'ai jamais vu un mémoire, par exemple, qui dit, voilà, j'interviens dans ce quartier, je donne comme ça, à titre d'exemple, dans ce quartier, il y a des enfants qui jouent et j'aimerais garder cet espace. Je vais maintenir cet espace, mais mieux le réaménager. J'ai jamais entendu ça. Ça, c'est l'approche sociologique. Où, par exemple, voilà, ici, il y a des magasins qui vendent de l'artisanat. Eh bien, je vais garder cet esprit pour ne pas brusquer cet environnement et je vais créer un musée d'art artisanal, par exemple, au rez-de-chaussée. Ça fait partie du concept. Ouais. Mais qui intègre tout le côté social. Ça, je ne l'ai jamais entendu. Et parce que la réflexion, c'est aussi ça. Quand on fait le concept d'un projet, on réfléchit, on dit voilà, sur tous les aspects. Donc on va étudier la ville, on va se promener dans la ville, on va se promener et regarder les gens, comment ils sont, quelle est leur culture, parce qu'il n'y a pas qu'Alger. Après les études, on peut être amené à participer à des concours internationaux. On est en Algérie, mais on veut participer à un concours à Dubaï. Eh bien, on va essayer de comprendre la société, comment elle fonctionne, de quoi ils ont besoin, comment ils fonctionnent. Est-ce que c'est des gens qui sortent la nuit? Est-ce que c'est nécessaire à leur mode de vie? Est-ce que les gens jouent, les enfants jouent? Est-ce que il y a des restaurants? Comment ils vivent les gens? Comment ils sont les gens? Est-ce que la tradition, elle est importante? Est-ce que ça, c'est tout le côté sociologique? Il y a un module qui est étudié, mais qui ne fait pas le lien. Il n'y a pas de lien entre les modules qui sont étudiés et l'approche architecturale quand on est face à un projet. Ensuite, il y a tout le côté, je dirais, quand on fait une étude historique, j'ai envie de dire à quoi ça sert. Le plus important, c'est peut-être prendre des photos, parce que c'est ce qu'ils font. Moi, j'ai vu cette approche souvent, surtout notamment pour les concours, parce que moi, je participe au concours. En France, et j'ai vu les études en France. En France, à Dubaï. À Dubaï, il y a des concours. Il y a beaucoup de concours au Moyen-Orient, et ça vaut le coup que même les étudiants y participent, parce que c'est ouvert souvent c'est ouvert aux étudiants. Et donc, par exemple, quand un projet est situé quelque part, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on est sur place, on se balade dans la ville, on prend des photos. Ça peut être une porte, une façade, un élément, un détail. Et c'est tous ces détails, tous ces petits détails qu'on va prendre en photo quand on est sur place, je vais les retrouver dans mon projet, parce que mon projet va s'intégrer dans ce tissu. Et quand on est loin, comment ils font les architectes en général? Ils utilisent Pinterest et ils essaient de voir ce qu'il y a dans ce quartier, les photos, et ils vont s'en inspirer. Parfois, juste un petit détail de façade va inspirer pour le projet. Ça aussi, je ne l'ai pas vu, parce que c'est ce qui compte finalement. Quand on est à Alger, il y a de quoi prendre des photos et il y a de quoi s'inspirer. Après, on peut appréhender le projet par, je dirais, intégration par contraste, comme le musée de Beaubourg en plein Paris, c'était voulu. Il fallait que ce musée se démarque de son environnement. C'était voulu qu'il ne soit pas comme le tissu, qu'il soit pas avec un style haussmannien. On peut choisir, mais ce choix doit être justifié. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas étudiées d'une façon assez suffisamment pour dans la conception du projet. C'est bien dommage. Il y a des choses qui méritent d'être développées et d'être les étudiants méritent d'apprendre
beaucoup d'approches. Surtout, moi, ce qui me semble nécessaire, c'est que les étudiants étudient les projets d'autres architectes, pas forcément connus, mais même sur YouTube, on peut trouver des conférences d'autres architectes qui expliquent comment qui ont gagné des concours et qui expliquent comment ils ont fait pour quelle a été leur approche dans la conception. C'est très intéressant. Il y a des revues aussi qui expliquent ça. Et c'est ça qu'il faudrait approfondir dans les études. Parce que malheureusement, moi je déplore que quand je regarde les mémoires, tous les mémoires se ressemblent. Donc c'est des études barbantes, historiques d'une certaine ville qui fait 40 pages. Ensuite, une conception qui finit par juste la prolongation d'axes. C'est bien dommage. Et qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, beaucoup plus, je suis pour l'idée que l'analyse elle est importante, mais pas dans le. Il faut éviter de tomber dans le piège de l'historique, que tout le monde copie, puis le concept n'a aucune relation avec l'historique. Ce que j'ai vu des écoles d'architecture au Japon, la Chine et la Corée. La Corée, je ne me suis pas vraiment approfondi puisque une seule visite à l'université là-bas. Je pense, c'est une sorte de copie du Japon, peut-être avec certaines approches américaines. Les Chinois, ils sont très doués en dessin, les beaux-arts, hein. Ils font vraiment des merveilles quand ils dessinent. Donc, dans les conceptions aussi, ils maîtrisent beaucoup les logiciels, puisqu'ils sont piratés, bien sûr, en Chine, puisque tout est permis. Mais ils sont très, très, très doués. Ils travaillent, oui, les enseignants, ils encouragent à faire des concepts, des innovations, ils bossent. Ils ont aussi les moyens, qui coûtent pas trop cher en Chine. Mais, ce que j'ai remarqué, ils dessinent très bien. Au Japon, quand ils font des analyses, ils leur enseignent, je pense, les méthodes de faire des analyses. C'est-à-dire dans le sens, l'analyse des concepts, les outils statistiques. C'est-à-dire quand ils développent un concept ou bien quand ils remarquent ou bien analysent un phénomène, ils l'analysent avec des outils vraiment scientifiques, académiques pour justifier leurs résultats. Mais j'ai fait aussi au Japon, j'ai fait le teaching assistant. C'est-à-dire aider l'enseignant de l'atelier dans ses esquisses et tout. Mais j'ai même aidé les étudiants dans un concours international. L'approche, par exemple, dans l'université dans laquelle j'ai étudié et j'ai enseigné aussi, c'est pas l'enseignant qui gère tout le semestre. Le semestre est géré par plusieurs enseignants. Chaque enseignant propose des exercices. Un projet de 1 mois, un autre projet de 2 semaines. C'est-à-dire, il sera partagé entre plusieurs enseignants. Et il y a pas d'analyse. Il y a que l'analyse, parce que la bibliothèque, elle est pleine de livres. L'étudiant a étudié par lui-même comment faire une analyse ou comment analyser un concept, mais l'atelier pour eux, c'est design and drafting, c'est juste pour les esquisser. Et la consultation de l'enseignant, c'est-à-dire on laisse l'étudiant travailler tout seul, avec on ne dessine pas, on explique seulement. Et ce que je voulais dire, j'ai oublié, ils participent beaucoup dans les concours. Il y a des concours à l'échelle d'étudiants, des concours à l'échelle nationale. Et quand ils poursuivent pour des travaux, et un portfolio de plusieurs pages, c'est assez riche, hein, des posters et tout. Ils gagnent des prix. C'est riche, c'est-à-dire c'est la vocation projet. Oui. Ils invitent des architectes un peu partout pour faire des interventions. C'est riche, ça encourage. C'est pas comme ici. Et ça se passait comment en France? Alors, ce qui manque, si je compare avec l'Algérie, ce qui manque, j'en ai parlé, c'est les moyens, parce que il y a des ateliers en France, comme je t'ai dit, ateliers, par exemple, maquette, ateliers photographie, ils vous fournissent les ordinateurs, les logiciels, bien sûr, version étudiant. La différence déjà se fait par les moyens. Mais nous, on a l'héritage français, donc il y a des similitudes, bien sûr. Mais je dirais que ce qui manque, c'est ces mouvements associatifs
Ouais. qui lie toutes les universités entre elles. Donc, les universités ont des échanges entre elles. Comme c'est pas des universités privées, même si elles sont un peu en concurrence, mais il y a quand même des échanges entre les universités. C'est-à-dire qu'un prof d'une autre université peut intervenir dans une autre. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer en Algérie. Ça serait bien que, par exemple, un professeur qui est à Batna, par exemple, intervienne à l'école d'architecture et d'urbanisme d'Alger, parce qu'il a une certaine expertise dans certains domaines. Et ça se fait ici. Ça se fait. Pourrait en bénéficier. Ça se fait ici, mais surtout côté recherche, soi-disant recherche. C'est-à-dire, chacun essaie de présenter ses travaux de recherche, travaux entre parenthèses. Mais pour vraiment faire des échanges, pour enseigner la manière de concevoir, la manière de voir l'architecture, c'est avant, par exemple à Biskra, professeur Zarouala, qui a été directeur du département de l'Institut d'architecture de Biskra, puis directeur de l'EPO, et ils avaient l'idée des lundis de Biskra. C'est-à-dire, il y avait même, publié un livre, hein. C'est-à-dire, chaque lundi, il y a un enseignant qui vient de Sétif, il y avait même une Française, Fanny Colonna, la fameuse, je pense, anthropologue ou sociologue, qui avait présenté une fois à Biskra, il y avait des gens de l'EPO, chacun présente une vision de l'architecture. C'était intéressant, mais ça n'a pas marché qu'une seule année, puis ça s'est arrêté. Par exemple, l'approche, le problème c'est en Algérie, c'est la continuité. Par exemple, pour l'idée de chaque, c'est-à-dire au lieu d'avoir un enseignant qui enseigne tout le semestre, c'est-à-dire il faut avoir plusieurs enseignants qui, c'est-à-dire l'étudiant, n'importe quel groupe d'ateliers profite de plusieurs enseignants dans un semestre, tout au long d'un semestre. J'ai essayé ça à Batna. J'ai essayé ça à Batna. Pendant une année de 2019-2020, je pense, ou bien 2020-2021, ça a bien marché. Il n'y avait pas d'ego, c'est-à-dire, chaque enseignant s'occupe d'un exercice qu'il présente aux enseignants, aux étudiants, puis chaque enseignant dans son atelier essaie d'expliquer l'exercice à sa manière. Et ça a créé peut-être une certaine symbiose, une certaine un contact entre les étudiants. D'ailleurs, je trouve cette promotion la meilleure puisqu'ils sont presque une grande famille. L'année d'après, certains enseignants ont refusé de faire ça. Et ils ont préféré, puisqu'on ne peut pas imposer aux gens, hein, c'est-à-dire, puis l'idée, elle est tombée à l'eau. Alors, c'est-à-dire, j'ai remarqué la promotion, là où l'idée a marché de partager les tâches entre enseignants, c'est comme une petite famille, c'est des amis qui se respectent, qui travaillent ensemble tout le temps, on rit, on plaisante, avec respect bien sûr. Les autres promotions, c'est chacun tout seul, chacun pour soi et Dieu pour tous. Là, c'est difficile de changer les méthodes de travail en Algérie. C'est difficile. Les habitudes, c'est ça ce qui est le plus difficile. Ah, oui. Les mentalités, oui. elles sont un peu... On est dur, les Algériens sont très durs. Il faut reconnaître ça. Je ne sais pas quand ils partent à l'étranger, ils changent, je ne sais pas, mais quand on essaie de changer un petit peu les choses, c'est difficile. Est-ce que les gens de l'époque... Oui. Mais les étudiants devraient être aussi un peu plus impliqués parce qu'ils peuvent aussi donner leur avis et dire voilà, nous on aime bien cette méthode. Parce qu'effectivement c'est bien. Il y aura Moi je me rappelle à mon époque, il y avait cette différenciation. Certains partaient chez un tel parce qu'il est réputé. Donc, il y avait même parfois, pour bénéficier d'un atelier d'un professeur qu'on avait pour toute l'année, il fallait avoir un peu de connaissances et tout pour aller à cet atelier. C'est pareil, ça fait des différences entre les étudiants. C'est pas bien. C'est bien que tous les étudiants puissent bénéficier de tous les profs et qu'il n'y ait pas de différenciation. Mais les étudiants devraient être un peu plus impliqués, un peu plus... c'est plus des enfants, c'est des adultes et ils peuvent donner leur avis, ils peuvent imposer des choses, ils peuvent créer des mouvements associatifs, ils peuvent s'unir
et communiquer entre toutes les universités. Ah oui. Parce que finalement, ils font la même formation. Et moi, parfois, on me contacte, on me demande de la documentation. Alors que la documentation, elle est éparpillée et c'est bien qu'il y ait, voilà, qu'il y ait plus d'échanges et pour qu'ils puissent bénéficier de toute la documentation soit répartie sur toutes les universités, par exemple. J'ai une question. Oui. Allez, pardon pour l'interruption. À l'époque, est-ce que les étudiants dessinaient bien à la main? Dessin à main levée. Est-ce qu'ils dessinaient bien? La majorité, quoi. Alors, moi, à mon époque, déjà, moi, personnellement, j'ai toujours dessiné. C'est pour ça que j'avais choisi l'architecture. D'ailleurs, au fait, j'avais gagné le concours des Beaux-Arts et j'avais fait une année aux Beaux-Arts. C'est ce que je voulais faire, mais mes parents ne voulaient pas. Donc, pour eux, c'était pas un métier. Respect aux parents. Et que c'était dommage par rapport aux notes que j'avais eues, la moyenne et tout, que je ne fasse pas les Beaux-Arts, donc que je fasse les Beaux-Arts. Donc c'est bien dommage parce que je maintiens que j'aurais peut-être préféré faire les Beaux-Arts. Mais anyway. Et donc, moi j'ai toujours aimé le dessin et je continue à dessiner. À mon époque, il n'y avait pas encore les logiciels. Il y avait toujours des étudiants qui dessinaient. Il y en avait qui connaissaient AutoCAD, très peu Archicad. Moi, Archicad, je l'ai appris toute seule en faisant la photocopie d'un manuel. Et quand j'étais étudiante, donc je l'ai appris toute seule en 3e année. Et 4e année, je donnais des cours d'Archicad. Mais ça n'empêche que j'ai toujours continué à aimer le dessin. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je dis, pour faire des études d'architecture, c'est important d'aimer l'art, le dessin, parce que j'estime qu'on ne peut pas... c'est vrai que quelqu'un qui ne dessine pas, ça le poursuit. Quelqu'un qui n'aime pas dessiner, et après ça a un impact sur son travail. Ça, je l'ai constaté... Ça, je l'ai constaté plus tard, quand j'ai commencé à travailler. Ceux qui ne dessinent pas, enfin, c'est mon avis personnel, ça donne pas de bons architectes. Oui. Même si le métier donne, on peut être juste un gestionnaire de bureau d'études, on est d'accord. Hein. Il y en a qui sont que comme ça, ils recrutent. Mais comment juger? Comment juger si tes employés dessinent bien ou pas, s'ils font une belle façade ou pas? Le dessin manque pendant on devrait d'ailleurs avoir des modules de dessin. Oui. Où on se familiarise avec les formes, les traits, les ombres, les couleurs, et puis tout ça, ça va se matérialiser dans notre conception. C'est important. D'ailleurs, j'ai constaté que souvent, les architectes n'intègrent pas la couleur dans les façades, les textures, les matériaux, les ombres, c'est des choses. Même si on dessine en noir et blanc, l'ombre, c'est important, c'est ce qui fait la forme. Donc, c'est des choses pour moi qui sont importantes. Et c'est vrai que tout le monde ne savait pas dessiner. Il y en avait qui finissaient leurs études et qui ne savaient pas, qui ne savaient toujours pas dessiner. Ils savaient faire le trait avec le rotring, des traits droits, mais qui ne savaient pas esquisser. À Biskra, avant, je pense jusqu'à 2000, parce que la première promotion c'était en 1985. De 1985 jusqu'à 1994, les gens dessinaient, puisqu'on dessinait bien, le dessin à main levée. On passait un mois, juste 12 heures par semaine, juste pour enseigner les bases du dessin à main levée. Puis ça continue avec les croquis. Mais puis petit à petit, maintenant il n'y a rien. Et j'enseigne des étudiants qui ne savent pas dessiner du tout. Hein. Même pour exprimer leurs idées puisqu'on dessine quoi? On dessine ce qu'on voit ou bien ce qu'on imagine.
Ce qu'on voit, ce qu'ils voient, un immeuble, ils ne peuvent pas le dessiner avec les proportions et tout, ça n'ont pas l'idée le concept, ne maîtrisent pas de proportion de l'échelle. Et pour m'exprimer leur dessin, comment ils voient la chose, c'est grave, hein, les gens, des architectes qui ne dessinent pas. Oui, oui. D'ailleurs, dans les universités françaises, par exemple, si on reste dans la comparaison, ils leur exigent d'avoir un carnet de croquis. De croquis. Et ce carnet de croquis, on est libre de dessiner ce qu'on veut, mais on est contraint à dessiner voilà, des paysages, des bâtiments, pour maintenir le coup de crayon. Ah. Et pour avoir l'idée des proportions, des formes, c'est quelque chose c'est un entraînement quotidien finalement. Il faut dessiner pratiquement tous les jours ou quelques jours par semaine pour maintenir la main et pour aussi apprendre à dessiner. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas été demandé pendant ma formation à l'époque. Je ne sais pas, peut-être que ça a changé. On verra dans les commentaires. Peut-être que ça a changé. Hein. La situation est grave, vraiment, partout en Algérie. Hein. Je suis déçu. Alors, madame, c'est un plaisir de discuter. Ça sera la première rencontre, Ali. D'autres sujets, chaque semaine, on essaiera à Batnager, mon ami Lakhdar Chegrona. Je discute surtout, il aime bien le cinéma et le théâtre. Avec vous, je vais discuter l'architecture et les choses de la vie aussi. Ok, madame? Avec plaisir. Merci avec plaisir. bien. Merci beaucoup. Ça m'a fait bien. plaisir et j'espère qu'on fera plein d'autres vidéos. J'espère que ça va plaire. Ça va plaire, j'en suis sûr. À Texas. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Au revoir.